should be live streaming now. Okay, I start the webinar. And bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Peut-être pour ceux qui nous rejoignent, pouvez-vous nous indiquer d'où vous venez? Merci de taper dans le chat, dans le fil de discussion, d'où vous êtes. Merci. And the word is for you, Johanna. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Pierre. Mon français. Okay. Okay. So, bonsoir. En anglais, Marie will translate. Okay, so bonsoir. A very warm welcome to this Explain Pain in the Clinic. My name is Joanna Taylor and I am Director of NOI in Europe, and I am joined this evening by Marie Basselon and Pierre Trudel. Marie is a NOI instructor and Pierre is our course host in Paris. Eh bien, merci Johanna. Donc Johanna, vous souhaitez la bienvenue. Johanna Taylor, c'est la directrice du NOI en Europe et celle qui co-organise toutes les sessions du NOI en Europe. Et du coup, elle nous présentait, moi, Marie, qui suis instructrice pour le NOI, et puis Pierre Trudel, qui, entre autres, a organisé la venue de Lorimer Mosley, et c'est là que tout a commencé pour nous. Pierre, peut-être, je te laisse te présenter. Merci Marie, merci Johanna. Effectivement, Lorimer Mosley, on a pu le faire venir en France. C'est la seule et unique fois où il a pu intervenir pendant tout un week-end. On avait fait une conférence le vendredi soir et il était resté après pour faire deux jours de séminaire. Une centaine de kinés étaient venus d'un peu partout en Europe d'ailleurs. On avait des Belges et des Suisses aussi qui avaient profité de sa présence. Et puis, tu étais parmi les participantes, Marie. Ça a suscité pour toi un changement aussi, un développement dans ta carrière professionnelle, puisqu'après, tu es parti faire un master à Édimbourg sur la douleur. Et puis, tu as postulé pour être instructrice et tu as fait beaucoup de sessions avec le NOI Group en étant assistante et avant de devenir instructrice chef. Donc, c'est une grande chance aussi pour les francophones d'avoir Marie présente dans le NOI Group maintenant pour pouvoir diffuser, expliquer la douleur. Donc, ce soir, je vais te laisser la parole aussi. Pour toi, il y a eu un enjeu important déjà, c'était aussi de traduire le livre Expliquer la douleur, parce que moi j'ai la version originale, hein, j'ai le livre de départ, Explain Pain, l'édition numéro 1, et puis tu as traduit Expliquer la douleur, tu as piloté la traduction. Il y a 5-6 traductions dans différentes langues de ce livre, mais toi tu as été certainement celle qui a mis en place aussi un petit groupe pour la traduction de cet ouvrage. Tu peux peut-être nous préciser aussi comment ça s'est passé pour toi, parce que ça t'a permis d'approfondir en plus le contenu du livre. D'approfondir, oui, et d'affronter cette traduction, petit lapsus. Oui, parce que en effet, peut-être pour revenir sur Lorimer Mosley, moi, clinicienne, je cherchais des clés, et c'est vrai que quand Lorimer Mosley, ça m'a ouvert plein de portes, et je me suis dit, il me manque quand même des outils. Donc, je me suis lancée dans le master avec l'Université d'Édimbourg. Et en parallèle, il y avait cette implication pour le GI douleur de la Société française de physiothérapie. Et puis en parallèle, petit à petit, de faire venir l'instructeur principal du NOI en Angleterre qui s'appelle Tim Beams, et j'assurais la traduction. Et quand j'ai demandé les droits de traduction de ce livre au NOI, on m'a dit, mais oui, mais l'idée, c'est d'avoir une sorte de service après-vente. Donc, on veut bien que tu aies les droits de traduction, seulement si petit à petit, il y a aussi les cours pour aider les cliniciens à avoir les deux outils. Et donc, quand j'ai eu les droits de traduction, mon idée, c'était qu'il y avait tellement déjà d'équipes francophones qui avaient voulu travailler sur cette traduction. Ce livre, il est tellement révolutionnaire que je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi, donc j'ai voulu lancer un projet collaboratif. Et c'est vrai qu'il y a eu, alors je ne me rappelle plus tellement des chiffres, mais je pense qu'il y avait 900 personnes qui suivaient le projet collaboratif, et il y a plus de 300, il y a à peu près 350 personnes qui sont intervenues de manière active dans différentes étapes du processus de traduction. Donc c'est un projet, on pourrait dire merci au Covid, parce que ce projet a pu voir le jour grâce au confinement. Et voilà, et le livre est enfin traduit.
Oui, et du coup, ce livre a été vraiment aussi le starter de la diffusion d'Expliquer la douleur. Et il y a des formations Expliquer la douleur. Donc, l'objet de l'interview ce soir, c'est de voir un peu aussi la part du livre et la part de la formation. Donc, pour toi, le livre est un élément important à tout de suite aborder avant de faire la formation. Comment tu vois l'ouvrage par rapport à la formation? Alors, je ne saurais pas répondre pour tout le monde. Je pense qu'on a tous une manière différente d'être touchés par les choses et que pour certains, on a besoin d'avoir déjà travaillé un peu dans nos raisonnements. Donc peut-être que d'avoir lu le livre permet d'ancrer certaines choses avant de se lancer dans la formation. Mais pour d'autres, et moi je sais que je suis comme ça, j'ai besoin de vivre les choses, de vivre l'expérience. Et donc souvent, la formation, Expliquer la douleur, est une porte d'entrée qui ensuite amène vers le livre. Parce que y a souvent, j'ai régulièrement des gens qui me disent, mais si j'ai le livre, pourquoi j'ai besoin de la formation? Et en fait, ce sont deux choses complètement différentes. Parce que le livre, peut-être je peux revenir sur c'est quoi ce livre finalement. Ce livre, c'est une vulgarisation de notions actualisées sur la douleur, et c'est suffisamment précis pour être pertinent pour nous en tant que cliniciens et pour transformer nos compréhensions du fonctionnement de la douleur, mais c'est suffisamment vulgarisé aussi pour amener un patient à comprendre comment fonctionne la douleur. Donc c'est intéressant, mais une fois qu'on a le livre en tant que clinicien, parfois on est démuni en se disant « Ok, moi j'ai lu le livre, j'explique au patient ou alors je le donne au patient, mais ça ne marche pas, qu'est-ce qui me manque ?» Et l'idée de la formation, c'est d'amener un complément de façon à amener petit à petit le praticien, le clinicien, à être à l'aise pour pouvoir transformer les conceptions chez le patient. Donc le livre, c'est peut-être un support, mais il y a besoin de pédagogie et de technique pour pouvoir amener le changement de conception du patient vers une conception qui est plus multifactorielle de la douleur, de façon à pouvoir transformer sa vie avec la douleur. Et l'ouvrage est destiné donc aussi aux accompagnants. On peut penser que ce livre en fait touche quelle cible en général, parce que c'est vrai qu'il a été rédigé avec des métaphores, avec un aspect très pédagogique et qu'il est du coup accessible. Il n'y a pas beaucoup de langage scientifique, même s'il y a des références pour les professionnels s'ils veulent aller chercher aussi des références. Mais pour toi, est-ce que tu vois que cet ouvrage peut vraiment cibler différents types de populations, donc les accompagnants des douloureux chroniques ou des gens qui veulent donner ça à leurs parents, qui le lisent ou qui le donnent à leurs amis qui ont mal? Comment tu le vois aussi, la place de cet ouvrage dans sa diffusion? Alors là, je le vois, peut-être je peux donner des retours. Quand il y a eu ce projet de traduction, il y a eu une phase de relecture. Donc moi, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à relire, mais j'ai aussi donné à des proches pour qu'ils relisent ma traduction finale. Et dans les proches, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout touchés par la douleur. Par exemple, mon compagnon. Et qui, quand même, comme c'est mon sujet, il était content de quand même plonger un petit peu dans le sujet dont je lui parle assez régulièrement. Donc ça a créé des déclics chez lui. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne s'en est pas rendu compte, mais aujourd'hui, sa posture face aux professionnels de santé a changé. Donc voilà, ça a eu cet effet-là. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas à la base intéressé par la douleur ne va pas forcément se plonger dedans. Mais en revanche, ce que j'observe très régulièrement dans les gens qui me contactent, c'est que des proches de personnes douloureuses sont fortement soulagés de lire ce livre parce que ça modifie leur posture vis-à-vis d'un proche douloureux. Donc clairement, les proches de personnes qui vivent des douleurs persistantes, sachant que souvent, le fait que le proche l'ait lu permet petit à petit de faire passer des messages à cette personne douloureuse. Donc c'est une manière indirecte. Parce que souvent, quand on est douloureux, on n'a pas forcément la capacité intellectuelle de lire un livre et de se laisser toucher partout. Donc ça peut être intéressant d'être guidé par un accompagnant. Et après, c'est très général. Alors, on pourrait dire pour les cliniciens qui sont en interaction avec des patients qui vivent des douleurs, pas forcément que des douleurs persistantes d'ailleurs, ça peut être des douleurs même aiguës, voire même pour comprendre comment ne pas alimenter la chronicité. Et puis, je dirais, ça peut être intéressant pour toutes nos prises en charge de professionnels de santé, parce que finalement, dans le soin, cette notion de la douleur, elle est toujours sous-jacente. Oui, je comprends. Et il y a une évolution aussi, justement, on parlait tout à l'heure de l'aspect neurophysiologique qui était en avant, c'était l'enseignement par les neurosciences, mais maintenant il y a des outils pédagogiques qui s'orientent aussi sur la manière de comment transmettre différents concepts.
Donc, est-ce que ça aussi, les professionnels arrivent à voir dans le livre qu'il y a une partie plus pédagogique ou c'est plus informatif, ou du coup, le cours peut compléter cette approche pédagogique? Je ne sais pas comment on peut voir les différences aussi par rapport à cette évolution depuis 2013, en fait, depuis la première édition, en tout cas. Même depuis 2003, parce que le tout premier livre en anglais, la toute première, c'était 2003. En effet, c'est ça la grosse différence entre le livre et la formation. C'est que le livre était plutôt basé initialement sur l'idée d'expliquer la neurophysiologie de la douleur. Et donc à l'époque, les recherches cliniques se sont basées sur ce qu'on appelle le Neurophysiology of Pain Questionnaire, c'est-à-dire le questionnaire de neurophysiologie de la douleur, où on évaluait comment est-ce que, à la fois des professionnels de santé, mais surtout des patients, comprenaient la neurophysiologie de la douleur et comment ça pouvait avoir un impact sur leur fonctionnalité. Et depuis 2003, il y a une forte évolution de la compréhension chez le NOI et une forte évolution aussi du contenu du cours Expliquer la douleur, parce qu'initialement, le cours était basé essentiellement sur ce livre Expliquer la douleur et sur l'explication de la neurophysiologie. Et au fur et à mesure des études cliniques, au fur et à mesure des retours de cliniciens, le NOI s'est rendu compte qu'il manquait des outils et que leur phrase c'est « explain pain, pains », c'est-à-dire le fait d'expliquer la douleur peut créer de la douleur. Et le fait d'expliquer la neurophysiologie peut être une source d'appréhension et d'augmentation des douleurs chez un patient. Et c'est que là, petit à petit, ils ont créé d'autres contenus. Alors, je vais les montrer très rapidement, mais les autres contenus, et particulièrement le Explain Pain Support Charge, qui n'est pas traduit, lui, en français, qui va plus explorer à la fois des outils pédagogiques, comment amener quelqu'un à passer d'une conception à une autre, et ça, ce sont des pratiques pédagogiques qui sont enseignées dans le cours Expliquer la douleur, mais qui ne font pas partie du livre Expliquer la douleur, et puis aussi comprendre que certains outils très spécifiques étaient adaptés aux patients, et ça, c'est le livre qu'ils ont développé en 2013, il me semble, du Protectovet, qui, lui, n'est pas traduit non plus en français, et l'idée du cours Expliquer la douleur, c'est d'englober à la fois des éléments du livre Expliquer la douleur, mais des éléments du livre du Protectomètre, des éléments du livre Explain Pain Supercharged, de façon à ce que le clinicien, au fil de la formation, ait une posture actualisée par rapport aux compréhensions actuelles sur la neurophysiologie de la douleur. Donc on parle un petit peu de neurophysiologie de la douleur, on est étayé par les métaphores du livre Expliquer la douleur, mais le cours Expliquer la douleur est bien plus vaste que ça. Et on parle de concepts cibles aussi qui sont abordés du coup pendant le cours, pendant le séminaire. Donc il y a combien? Il y en a à peu près une dizaine, je pense, c'est ça? Ça a évolué aussi, cette partie-là? Ouais, alors l'idée c'était du coup que plutôt que d'expliquer la neurophysiologie de la douleur, le NOI est parti dans l'idée d'expliquer des concepts clés qu'ils appellent les target concepts, ce qu'on appelle les concepts cibles en français. Dans le cours, on en présente 10. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a une douzaine. Ce sont des concepts clés. Le NOI considère qu'une fois qu'on a expliqué ces concepts clés, on va amener à un changement de compréhension. Et ce changement de compréhension va amener à des décisions différentes, des actions différentes, des comportements différents. Et l'idée de ces concepts cibles, ils ne sont pas seulement à viser du patient. Ce que fait le NOI, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent les pain rides, c'est-à-dire qu'ils prennent leur vélo et ils vont dans plusieurs régions d'Australie, de Tasmanie, de Nouvelle-Zélande, et ils vont transmettre ces concepts cibles à la fois à des particuliers, à des patients, mais aussi à des professionnels de santé ou encore à des parties prenantes, genre des décideurs en matière de santé, de façon à faire changer les compréhensions dans nos sociétés de ce qu'est la douleur. Et tu peux nous donner un exemple de concept clé du coup qui est abordé en cours pour que les gens qui assistent à cette interview ce soir voient un peu comment il a été encapsulé ou en tout cas dissocié et séparé pour être appréhendé justement comme une entité à part entière? Ouais, alors il y en a peut-être dans les 10. Celui que je peux prendre pour ce soir, c'est la douleur dépend du contexte. Ça, c'est un des concepts cibles. Et la douleur dépend du contexte. L'idée des concepts cibles, c'est qu'on peut le transmettre en théorie. Voilà, je peux te dire la douleur dépend du contexte, mais ça ne va pas forcément changer ta manière de vivre. Ou pour un patient, ça ne va pas changer sa manière de vivre. Et l'idée, ça va être de faire vivre peut-être ce concept cible aussi. Et peut-être de ressortir de l'expérience du patient, tiens, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir moins mal? Et peut-être le patient va expliquer, oui, je suis rentré de vacances et j'ai eu moins mal pendant les vacances.
Et là, on peut rebondir. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait que pendant les vacances, vous aviez moins mal? Est-ce que c'était le lieu? Et voilà. Et le patient, petit à petit, va ressortir des éléments de son vécu qui vont lui faire comprendre qu'en effet, sa douleur peut être modulée à la hausse ou à la baisse en fonction d'éléments du contexte. Donc, il vit les choses de l'intérieur. Et à partir de ce concept cible, l'idée, ça va être petit à petit d'aider le patient à aller vers des outils. Mais OK, maintenant que vous avez perçu que votre douleur pouvait être modulée à la hausse ou à la baisse, nous, ensemble, en thérapeutique, on va vouloir trouver et ancrer que vous vous appropriez des outils pour pouvoir moduler votre douleur à la baisse au quotidien. Créons ces outils ensemble et petit à petit, donc on amène à la fois le patient vers une vision multifactorielle de la douleur, mais en plus, on lui permet d'être partie prenante dans le fait d'aller chercher des outils qui ne sont pas des outils classiques de kiné. Oui, donc D'où tout l'intérêt pour les cliniciens de ces concepts cibles. C'est pour ça que quand même, ce cours donne des options thérapeutiques et il pourrait être simplement perçu, d'après le titre, expliquer la douleur comme simplement de l'explication du fonctionnement neurophysiologique du processus douloureux. Mais là, alors que là, on essaie de donner des outils évidemment pour aider le patient à le recontextualiser. Et tu dois le voir dans les séminaires, puisque les séminaires sont pluriprofessionnels, et ça c'est une richesse aussi. Et les expériences de chaque professionnel permettent aussi de sortir des contextes classiques qu'on pourrait rencontrer en kinésithérapie, par exemple, avec un brassage des infirmières, des médecins ou des chirurgiens. Je ne sais pas, toi, tu as des expériences probablement aussi intéressantes en tant que formatrice, puisque tu as formé plusieurs centaines de personnes en France maintenant. Tu vois aussi cet impact qu'il y a, le fait de voir avec différents professionnels le regard, des expériences, des retours d'expérience de chacun. Comment tu pourrais illustrer ça ce soir aussi pour ceux qui nous écoutent? Alors, sur l'impact de ces formations, alors les formations, la plupart du temps, elles sont pluriprofessionnelles. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des gens qui s'inscrivent. Mais les formations, les pluriprofessionnelles, souvent, font intervenir à la fois des thérapeutes plutôt manuels, kiné, ostéo, ergo. Et puis, dans les formations les plus vastes que j'ai pu voir, il y avait des nutritionnistes, des psychologues, des psychiatres, des médecins généralistes, médecins rééducateurs, des entraîneurs en activité physique adaptée. Enfin, voilà, je l'ai sûrement oublié plein d'autres professions. Et ce que je trouve dans ces formations pluridisciplinaires, c'est que chacun a son regard de thérapeute avec ses cadres de raisonnement. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est à la fois de confronter nos propres conceptions à cette formation Expliquer la douleur qui vient secouer un peu nos conceptions et qui nous aide à vraiment ancrer nos postures, mais ça permet aussi les uns les autres de comprendre les conceptions des différentes professions. Donc souvent, ça crée une compréhension plus globale de la pluridisciplinarité. Et justement, le patient, il se retrouve, on pourrait dire, confronté à ça, parce qu'il se retrouve un peu tout seul à devoir gérer ou à devoir interagir avec plusieurs professionnels de santé. Et quand on a été dans ce genre de formation, du coup, on peut plus facilement guider le patient aussi pour pouvoir discuter et nous-mêmes être en contact avec ces différents autres professionnels de santé. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être, je me permets de rebondir sur une chose que tu as dite sur la neurophysiologie. C'est vrai que encore maintenant, c'est moins le cas qu'au début, quand on a commencé, parce que c'est depuis 2015 maintenant que je donne ce cours, Expliquer la douleur. Au début, les participants qui venaient, ils avaient fortement une attente de neurophysiologie. Ils voulaient plus de neurophysiologie, plus d'aspects très techniques, très sciences fondamentales. Et moi, un de mes biais, c'est que je considère qu'on n'a pas besoin d'être PhD en neurosciences pour traiter un patient qui vit des douleurs persistantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat et d'être très pointu en neurosciences. Donc on peut aller creuser dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir une modélisation suffisamment exacte de façon à comprendre qu'on peut modifier la douleur, particulièrement la douleur persistante, et qu'on peut du coup amener le patient à transformer complètement sa vie. Et on a vraiment un rôle en tant que thérapeute. Donc voilà, je voulais rebondir sur cette petite notion de neurophysiologie, parce que du coup, aujourd'hui encore, alors moins de participants sont dans cette attente de neurophysiologie, mais la plupart des participants sont franchement transformés en fin des formations parce qu'ils ne s'attendaient pas à vivre eux-mêmes la transformation au fil des 2 jours. Oui, c'est ça la force certainement de cette formation, c'est de ne pas rester sur cet aspect trop fondamental, mais de pouvoir comprendre vraiment par des expériences qu'on vit pendant la formation, puisque c'est très interactif, hein, c'est une formation qui est vraiment
qui fait participer les participants et qui les oblige justement à s'investir, à s'engager dans la formation pour pouvoir en tirer un bénéfice. Pour quel type de patient on peut cibler en tout cas l'impact de cette formation après? Est-ce que toi, on parle beaucoup des douleurs chroniques évidemment, mais est-ce que tu as des profils spécifiques ou des problèmes de santé spécifiques aussi auxquels les professionnels ne sont peut-être pas du tout intéressés en disant bah non, je n'ai rien à faire avec expliquer la douleur pour ce profil de patient? Est-ce que je pense qu'évidemment tout le monde voit automatiquement les patients douloureux chroniques ou des douleurs persistantes vraiment dans des contextes spécifiques, mais est-ce que ça cadre d'autres problèmes de santé? Alors, je peux répondre à la fois de par mon expérience personnelle, mais je trouve ça plus intéressant de répondre par l'intermédiaire des retours des différents participants. Donc clairement, ce qui moi me semble en tant que personne qui transmet, en tant que formatrice, ce qui me semble le plus directement utilisable, c'est face aux douleurs persistantes, inexpliquées, inexplicables, pour lesquelles en tant que clinicien, on se sent perdu. Parce que du coup, d'avoir compris comment fonctionne la douleur, et on met vraiment le cadre sur la présentation clinique de ces douleurs qui partent dans tous les sens, et on donne une explication, une modélisation du fonctionnement neurophysiologique, et on donne des outils très cliniques que sont l'exposition graduelle, que sont le protectomètre, pour pouvoir justement aider le patient à évoluer face à ces douleurs persistantes. Donc ça, c'est l'aspect clinique le plus flagrant. Maintenant, clairement, on parle de tout type de douleur parce que, mais même dans la douleur aiguë, s'il y a des facteurs de risque de chronicisation, c'est intéressant de savoir l'identifier. Donc si on sait aborder le patient dans le cas le plus, on pourrait dire, complexe, non pas dans le sens difficile, mais dans le sens plurifactoriel, qui est la douleur persistante, bah, du coup, on sait aborder le cas du patient qui est en douleur aiguë et qui a quelques facteurs psychosociaux qui sont à risque de chronicisation. Donc, on sait faire. Et puis, c'est intéressant, dans toutes les problématiques de douleur, y compris douleur chronique pathologique, c'est-à-dire sous-tendue par un élément biologique pathologique qui explique la persistance de cette douleur, mais souvent, il y a des facteurs psychosociaux, psycho-émotionnels qui sont intéressants à aborder, y compris quand on est thérapeute manuel. Et d'avoir des moyens d'expliquer au patient pourquoi peut-être sa libido est touchée, pourquoi éventuellement son état d'humeur est touché, et du coup ça dédramatise l'expérience, le vécu du patient. Et ça permet de créer des meilleures interactions thérapeutiques avec ces patients-là. Maintenant, pour aller encore plus largement, ce que j'observe, j'ai régulièrement des participants qui me répondent, mais ça a transformé ma posture de clinicien face à tous les patients. Parce que du coup, je me sens plus stable pour comprendre ce que la personne face à moi vit. Et du coup, mais je me sens à l'aise face aux patients qui viennent me voir. Ça, même pour certains, ça m'a redonné le goût de vouloir travailler avec des patients. Donc tout le monde peut-être ne va pas vivre cette transformation, mais certains la vivent. Et pour moi, c'est très touchant de voir ces transformations qui sont énormes. Et je pense effectivement que ça devrait être une pratique généraliste de tous les professionnels de santé, même si probablement il faut un peu d'expérience clinique pour pouvoir transposer après les modèles sur des situations cliniques que l'on a. Peut-être pour les jeunes étudiants, ils ne peuvent pas comprendre toute la profondeur parce que s'ils ont du mal à se projeter sur certains patients, mais c'est vrai que c'est une pratique qui devrait normalement être généralisée. On aimerait que beaucoup de gens aient suivi le séminaire, ou en tout cas le travail qu'a fait le Neuil Group a été vraiment important pour changer justement la perception des cliniciens sur leur pratique et la manière aussi de comprendre le patient, parce que du coup, encore une fois, on essaie de s'adapter. Les exemples de douleurs aiguës, ils en parlent aussi dans le livre, avec les douleurs des militaires qui ont pris des balles ou qui ont des membres amputés, etc. Il y a des retours aussi des urgentistes pour le Bataclan, où ils disaient aussi qu'il y a des gens qui avaient eu des amputations ou avaient été tirés dessus, ils n'avaient pas senti les balles aussi. Donc on sait qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, et les métaphores qu'on utilise aident vraiment aussi les patients à se dire, mais en fait, oui, il y a d'autres mécanismes derrière. Et je pense que pour les praticiens, c'est vraiment fondamental de maîtriser ça, parce qu'on est confronté régulièrement à des patients douloureux, et si on n'arrive pas à prendre ce recul, on se retrouve à les traiter avec des anti-inflammatoires ou en leur disant prenez 3 Doliprane au lieu de 2. Tu sens qu'il y a un changement d'évolution sur le regard qu'ont les professionnels de santé pour se dire qu'il faut mieux essayer de s'impliquer sur la compréhension du patient et pas simplement appliquer des traitements stéréotypés, médicamenteux le plus souvent, parce que pour la douleur, c'est ce qu'on dit. Je
sais pas tellement répondre à cette question parce que je pense que je suis très biaisée, c'est-à-dire que je vois mon petit monde avec les quelques professionnels que je côtoie. Euh, Peut-être je peux avoir une réponse plus globale qui serait tout le monde peut être touché, même si on n'a pas énormément d'expérience. En fait, pour moi, c'est une approche qui n'est pas, c'est pas un outil, à un moment donné, une formation, c'est fait, c'est fini, je tique, enfin voilà, je coche la case et ça y est, c'est fait. C'est-à-dire que cette formation, aujourd'hui, je la transmets, alors pas cette formation-là, mais cette approche très globale de la douleur, je forme un institut de kiné. Et bah, pour des kinés qui n'ont pas trop d'expérience, des kinés en devenir de l'école, je leur donne les rudiments de comment on apprend à pédaler en tenant le guidon. Et puis bah, petit à petit, ils apprendront à pédaler en lâchant les mains du guidon, jusqu'à peut-être le faire les yeux fermés, jusqu'à le faire dans plein de contextes différents. Et je pense qu'en fait, la formation, elle s'adresse à tout le monde, mais chacun va venir y chercher ce qu'il est en mesure de pouvoir accepter à ce moment-là. Parce que c'est une formation qui est assez chamboulante aussi. Donc, qu'est-ce que je suis en mesure d'accepter, de digérer à ce moment-là et de mettre en pratique? Et donc, cette formation, à un moment donné de ma pratique, quel que soit mon fil de carrière professionnelle, va me toucher. Et ça peut être intéressant. Et donc, il y a régulièrement, c'est pas systématique, mais j'ai déjà plusieurs participants qui sont revenus sur une session quelques années après. Et qui du coup ont vécu la formation complètement différemment et ça leur a fait acquérir d'autres outils. C'est-à-dire qu'on peut l'aborder de façon très outil, on va dire, mise en pratique, c'est-à-dire plutôt du savoir-faire. Ok, j'utilise telle technique et je vois ce que ça donne. Ou alors on peut l'aborder plutôt sous l'angle de la connaissance uniquement et voir comment est-ce que ça modifie mes connaissances et qu'est-ce que ça change du coup dans mes propositions thérapeutiques. Ou alors on peut l'aborder, et ça souvent ça se fait plutôt quand on a plus d'expérience, sous l'angle du savoir-être, c'est-à-dire comment est-ce que ça me modifie moi, comment est-ce que ça modifie ma posture de vie en général, et surtout ma posture de clinicienne face aux particuliers, aux patients, mais aussi face à d'autres professionnels de santé, dans mes transmissions de manière générale. Et donc je pense que petit à petit, en fait, ce ne sont que des éléments supplémentaires qui se rajoutent en fait de lire le livre une deuxième fois, ça va rapporter d'autres éléments, peut-être d'entendre ce live pour ceux qui sont présents, qui sont déjà venus au cours, là il me semble que certains en ont déjà fait, voilà, peut-être ça vous donne des éléments supplémentaires et donc l'idée c'est à chaque fois ces briques-là qui se rajoutent. C'est un cours en fait multifacette et c'est un cours qui n'a jamais deux fois la même coloration. Oui, c'est ça aussi la puissance évidemment de ce travail qui a été mis en place. On va peut-être avoir des questions que les participants nous ont posées. Moi, j'avais aussi encore quelques éléments. Oui, sur le format du cours, du coup, c'est 2 jours la plupart du temps. Et tu fais aussi un petit suivi après le cours. Comment tu abordes en fait ce séminaire? Parce que comme tu le dis, certains parfois reviennent ou complètent les informations avec l'ouvrage ou autre. Mais comment il est structuré pour toi? Il y a une phase un peu d'enquête au départ. Je crois aussi que tu fais une évaluation pré-séminaire et puis une évaluation post-séminaire. Tu peux nous parler Alors du moi, format du j'aime cours? bien, peut-être je vais vous donner un peu les coulisses, j'aime bien impliquer les gens en amont. Donc normalement, il y a un questionnaire en amont sur les attentes. Et encore, on pourrait discuter, est-ce que c'est réellement une attente ou est-ce que ce n'est pas une intention que je cherche? Et donc ça, c'est quelque chose que je discute après quand on se voit dans la formation. Et puis, je me base aussi sur ces attentes-là et sur les présentations lors de la formation pour adapter. C'est-à-dire que le cours, finalement, il est toujours modulé en fonction des gens qui sont présents et des questions des gens qui sont présents. Et donc, normalement, en effet, c'est 2 jours. 2 jours quand c'est en présentiel et quand elle se fait en ligne, selon les instructeurs en Europe, ils le font différemment. Moi, je le fais sous forme de 4 demi-journées. Les après-midi, souvent le jeudi, vendredi après-midi. Et pourquoi les après-midi? Parce que ça permet aux gens qui sont au Québec ou qui sont dans les dom-toms de l'autre côté de pouvoir être présents par rapport au décalage horaire. Et donc ça sur une semaine. Et la semaine d'après, donc 7 jours plus tard, on fait le jeudi, vendredi après-midi. Et l'idée, c'est que y a ces temps-là, mais que ces temps-là où les participants vivent eux-mêmes des expériences, parce que c'est très interactif, il y a un peu de transmission théorique de ma part, mais il y a énormément d'exercices et de mise en pratique surtout. À la fin, du coup, il y a ce questionnaire à chaud, mais moi, je vais un petit peu plus loin à savoir, voilà, comment est-ce que ça a pu impacter déjà. Et ce que je fais, c'est que souvent, 1 mois à distance, c'est même pas souvent, c'est systématique, 1 mois à distance, je reviens vers les différents participants pour
leur demander à la fois quelque chose que j'appelle témoignage, parce que comme ça, peut-être que ça donne moins de poids, mais moi surtout, c'est que je veux voir comment est-ce que les gens ont mis en pratique et comment est-ce que ça les a transformés peut-être profondément dans leur posture, mais ou peut-être comment est-ce que ça a transformé leur mise en pratique. Et en fonction des questionnements, je suis aussi disponible. C'est ça tout l'intérêt d'avoir une instructrice francophone. C'est que du coup, le service après-vente, il existe en français aussi. Et donc, je reste disponible pour répondre aux questions, même si parfois je ne réponds pas le jour même. Mais il y a ce suivi au fil du temps qui est présent. Merci, c'est très bien. Oui, oui, c'est aussi une chance. Et encore une fois, c'est toujours intéressant d'expliciter son retour d'expérience pour mieux le comprendre. Parce que quand on est obligé de l'écrire, on se dit, oui, c'est vraiment ça que ça a changé. Et là aussi, c'est un processus cognitif intéressant pour cette formation, comme tu le disais, qui change probablement des choses de manière profonde au niveau même de cognitif, on peut le dire. Alors, j'ai ouvert le chat. Si des personnes veulent poser des questions à Marie, comme elle est là ce soir en direct, c'est une opportunité de pouvoir discuter avec elle. Nous, de notre côté, on organise des cours à Paris le 26 et le 27 septembre en présentiel. Sur ABC Douleur, sur le site de Marie, vous pouvez voir les dates aussi pour les formations en ligne. Je ne sais pas si tu as tes dates de formation en ligne aussi de ton côté, Marie. Mais bon, pas de tête, elles sont sur le site. Voilà, vous pouvez aller. Sinon, voilà. De toute façon, vous pourrez poser des questions aussi sur la page Facebook ou sur notre page pour avoir des renseignements. On pourra vous orienter sur votre choix. Nous, évidemment, au départ, quand on avait pensé aussi, et ça, tu peux aborder ça, la notion de faire des formations en ligne, on se disait peut-être qu'il va y avoir moins d'interactions. Moi, je pense que c'est d'autres dimensions. En fait, il y a des avantages et des inconvénients comme à chaque fois. Est-ce que toi, tu avais un peu d'appréhension au départ pour faire des formations en ligne sur ce concept, pour notamment gérer l'interaction entre les participants? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, franchement, moi, je ne voulais pas mettre les pieds dedans. Sauf que confinement oblige et il y avait de la demande et à la limite, on était tous disponibles pour se former à ce moment-là. Ce que j'observe maintenant, en fait, il y a des travers du format en ligne. Et j'ai tellement travaillé en ligne que maintenant, je sais quels sont ces travers. Et donc, ce qu'on fait pour les gens qui viennent en formation en ligne, déjà, on cadre ça et on donne de l'adaptabilité et de la latéralité, pas la latéralité, de la latitude, on dit en français, la latitude à chacun pour pouvoir s'adapter, couper le micro quand il y a besoin, couper la caméra quand il y a besoin, parce que c'est très prenant d'être en visio. Mais maintenant, ce que j'observe, c'est que les sessions en visio sont beaucoup plus interactives qu'en présentiel, parce qu'il n'y a pas ces temps où on prend le café, puis du coup on prend le temps de revenir s'asseoir, il faut se mettre en groupe, je prends le temps de bouger ma chaise, etc. Donc là, on est envoyé dans la mini-salle, on n'a même pas le temps de réfléchir qu'on est déjà dans la mini-salle. Donc il y a moins ces temps perdus, il y a plus de possibilités de poser des questions dans les sessions en ligne, parce qu'il y a le chat, plus moi je suis disponible à la fin de la visio, et que souvent quand on est en présentiel, les gens, quand le cours finit à 17h30, ils ont leur train et ils partent. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde non plus. Et je sais que régulièrement, surtout pour nous qui avons été formés quand même dans des générations où on a été beaucoup en présentiel, et je le vois aussi chez les étudiants que je forme à l'IFMK, ils aiment le présentiel. Ils ont besoin de ça. C'est-à-dire limite, la visio parfois, c'est assez fatigant parce que ça ne bouge pas assez. Et du coup, le présentiel peut être intéressant parce qu'il y a ces petits moments de pause, ces petits moments où on peut justement poser des questions différentes. Il y a le rayonnement, peut-être le fait d'avoir la personne physiquement face à soi qui touche différemment. Et puis les exercices sont légèrement différents. C'est-à-dire que j'ai adapté des exercices spécifiques pour le format en ligne et spécifiques pour le format en présentiel. Mais après, c'est chacun qui va choisir en fonction de ses propres exigences et ses propres ressources aussi. Ceux qui habitent proche d'une grande ville, c'est souvent plus facile de faire en présentiel. Quand on habite dans les dom-toms, quand on habite au Québec, quand on habite dans une petite ville, le format en ligne peut être intéressant. Très bien, je te remercie beaucoup Marie pour ces questions et ces réponses pour ce soir. Ça permet aussi, encore une fois, de donner de la pédagogie sur le contenu et de donner une autre dimension peut-être aux représentations que certains pouvaient avoir sur le livre et sur le séminaire. Donc, je pense qu'on va conclure. Pour le livre, on le trouve en France. Nous, on le distribue avec la société Educa. Donc, on le vend en ligne sur le site de educa.shop, educa.shop. Donc, vous pouvez le commander, le faire livrer en point le relais, venir le chercher aussi à Paris dans le 15e pour ceux qui sont sur Paris ou dans la région parisienne, ou quand vous êtes de passage à Paris.
c'est une possibilité de venir le chercher chez nous. On en a vendu plus de 1100, je pense maintenant, exemplaires. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, puisque en fait, c'est un ouvrage qui a été tellement diffusé en langue anglaise. Je ne sais plus combien sont les chiffres, mais c'est vraiment très important aussi. Et comme ça touche aussi les patients, etc. Et c'est vrai qu'il ne faut pas le catégoriser simplement aux professionnels de santé. Donc, il y a une diffusion très importante de cet ouvrage et les retours qu'on a des personnes qui ont dit ça a aidé ma mère. Enfin, on a des retours de personnes, ça fait plaisir. On se dit qu'on sert à quelque chose aussi en tant que professionnel de santé. C'est parfois difficile de le voir, mais quand on a ces retours, on l'explicite aussi de manière motivante, en tout cas pour nous. Donc ça fait plaisir. Pour les formations, tu fais des formations aussi dans les hôpitaux, en intra, etc. On t'aide aussi, là, tu étais dans tu as fait plusieurs déplacements à l'est, à l'ouest. Tu vas repartir peut-être dans le nord, là, et dans le sud. Donc, c'est des formations intra aussi. Donc, ça, c'est souvent aussi pluriprofessionnel, là, parce que généralement, les services profitent de ta venue pour faire venir différentes professions de santé. Donc, ça, c'est une possibilité. Et nous, on aide aussi aux formations intra centre de rééducation ou intra-hospitalière. Donc, ça fait partie, on est Calliope, donc nous, on peut organiser aussi ces formations spécifiquement. Voilà, donc je te remercie. En tout cas, je vais te laisser la parole pour conclure, Marie, et remercier les participants. On n'a pas eu de questions dans le chat. Je pense que là, de toute façon, c'était une approche spécifique et peut-être qu'on a été suffisamment clair pour cadrer les questions que les gens se posaient en venant à cette soirée. Il y avait plus de 60 personnes qui étaient inscrites, donc merci aussi pour cette première. C'est un très bon chiffre en termes d'audience, puisque sur les autres sessions, on peut s'étalonner avec les autres pays, donc c'est un très bon chiffre pour ce soir. Ouais. Merci Marie, je te laisse conclure du coup pour toi. Écoute, merci Pierre pour cet échange. C'est beaucoup plus riche que quand je suis toute seule, donc pour moi c'était très agréable. Et puis merci aussi d'être partie prenante dans tout ça, parce que tu organises les sessions sur Paris, que tu me permets de pouvoir former en intra. Voilà, enchantée de pouvoir diffuser on pourrait dire, ce livre, cette formation et surtout cette approche qui semble tellement révolutionner et que tellement de praticiens et de patients attendent. Et quand on leur propose ça, c'est révolutionnaire pour les patients, c'est révolutionnaire pour nous en tant que praticiens. Donc merci. Merci. Et merci à tous d'avoir été présents et pour tous ceux qui nous verront ensuite en replay, parce que je sais que c'est pas toujours évident de se libérer sur ces créneaux-là. Donc à très bientôt. Johanna aussi nous dit bonsoir. Donc je remercie Johanna pour avoir organisé ça de la Grande-Bretagne. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.